c'est pas grave. De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme nous vous l'annoncions avant, effectivement, à la coupure pub, eh bien, nous recevons un invité exceptionnel aujourd'hui, à savoir Kémy Séba, le leader d'Urgence panafricaniste. Bonsoir Kémy Séba. Bonsoir mon cher frère. Nous avons également sur le plateau notre spécialiste des humanités classiques africaines, Yousseré Kalala Omotunde. Bonsoir Kalala. Bonsoir et bonsoir à tout le monde panafricain. Et avec moi en coprésentation, puisqu'ils ont beaucoup insisté justement pour pouvoir questionner notre invité ce soir, nous avons Daryl Pézeron, bonsoir Daryl, bonsoir. Et ainsi que Mayembe, bonsoir à toi Mayembe. Bonsoir. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque vous êtes arrivé en Guadeloupe il y a quelques jours, vous êtes très sollicité par rapport à toutes les problématiques que nous rencontrons sur le département. J'aimerais avoir votre sentiment global sur les tumultes que le monde est en train de rencontrer, pas seulement au niveau guadeloupéen, mais globalement pour la diaspora africaine. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur toutes ces mouvances actuelles? Je commencerai par le global, donc au sens de l'humanité, au sens large, pour arriver par la suite maintenant à une démarche plus restrictive en ce qui concerne notre population. Je dirais que l'effondrement du mur de Berlin au début des années 90 a donné comme conséquence que le capitalisme a gagné sur le communisme et est devenu l'idéologie majoritaire globale, d'accord, qui a colonisé le monde dans sa globalité. Et en ce sens, l'ultime forme de ce capitalisme dérégulé, le néolibéralisme, qu'il soit économique ou sociétal, est devenu la religion d'État de la suprématie occidentale. Religion d'État. La religion d'État, je pense qu'on peut le dire complètement, de toutes les nations occidentales en tant que telles. Et là où auparavant il y avait deux blocs, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Ouest étant le capitalisme qui a gagné, il y a eu une mutation de la résistance face à ce que l'on appelle aujourd'hui le bloc de l'Ouest, matérialisé par ce néolibéralisme économique et sociétal. Et cette résistance s'est organisée autour d'un principe bicéphale fondamental, qui est à la fois la défense de la tradition, d'accord, et la défense du principe de souveraineté. Et donc les peuples, et c'est ce que l'on voit à travers la guerre géopolitique qui existe entre l'Ukraine et la Russie, les peuples sont en train aujourd'hui, et les camps qui sont en train aujourd'hui de s'opposer, ce ne sont pas des camps sur une dynamique uniquement économique, même si l'économie a son sens dans cette réalité générale, mais cela va beaucoup plus dans le cadre justement de la défense de ceux qui veulent uniformiser le monde en fonction d'une perception néolibérale, économique et sociétale, et de l'autre, ceux qui veulent résister à cette uniformisation du monde voulue par l'oligarchie d'Occident, qui défendent leur tradition. Et dans ce cadre-là, le courant panafricaniste a un rôle historique à jouer, puisque nous sommes les porteurs à la fois de la défense de la souveraineté, le cas du Mali, avec lequel le gouvernement malien, avec lequel notre ONG Urgence panafricaniste travaille depuis des années, bien longtemps même avant qu'il soit dans ce gouvernement. Pareil au Burkina Faso ou en Guinée, où nos travaux de terrain ont pu, au péril de nos libertés individuelles, la prison et tout ce qui s'ensuit, ont pu nous permettre d'obtenir un certain nombre de résultats. La souveraineté d'un côté et la démarche de la défense de la tradition. Je différencie d'ailleurs, on pourra y revenir peut-être, de la coutume. La coutume est une création humaine. La tradition primordiale est quelque chose de supra-humain et qui nous pousse justement à l'ancestralité primordiale en tant que telle. Et donc ces deux facteurs mélangés donnent, je pense, le schéma civilisationnel de résistance face à ce globalisme néolibéral. Et notre peuple a un rôle historique à jouer sur ce terrain. Voilà. Vous preniez l'exemple justement du Mali. Aujourd'hui, l'État français appelle le Mali à reconsidérer par exemple la suppression des chaînes comme RFI sur son territoire. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse selon vous ? C'est un aveu de faiblesse et c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, puisque je crois que certains médias sont interdits en France, mais bizarrement, la France n'aime pas, comment dirais-je, la réciprocité. Ils aiment être dans une dynamique unilatérale en tant que telle. Ils aiment réprimer, mais ils n'aiment pas qu'on les réprime. Ils aiment censurer, mais ils n'aiment pas qu'on les censure. RFI et France 24 sont des médias profondément coloniaux. Et je suis toujours attristé quand je vois des frères, entre guillemets, qui travaillent dans ce giron. Et je pense que si on veut être fondamentalement dans une dynamique d'élévation, on doit prioriser les médias qui défendent nos identités, comme c'est le cas ici, et comme c'est le cas dans bon nombre de chaînes africaines dans lesquelles nous travaillons en tant que telles. Et on doit bannir ceux qui vont dans le sens de, quelque part,
diviser le peuple, intoxiquer le peuple d'informations négatives et mensongères vis-à-vis des intérêts de nos populations. Ah oui. Alors, déjà, bonsoir à tous les invités qui sont sur le plateau et notamment à M. Kimi Seba. Bonsoir. La question... Ah, on m'entend pas? C'est la lumière. Ah, là, on m'entend? C'est bon? Bien là. Alors, la question que je voulais vous poser, un peu, le rôle que la jeunesse, en tout cas en Afrique, que vous avez, si vous voulez... enfin, la jeunesse... C'est vrai que... En fait, la question que je me posais, justement, votre rôle vis-à-vis d'ici, avec la jeunesse de chez nous. Je sais qu'en Afrique, vous avez fait beaucoup de choses là-bas pour pouvoir, si vous voulez, élever en tout cas la voix de la population africaine. Et vous essayez de faire un travail vis-à-vis de la jeunesse. Et je voulais savoir, est-ce que c'était ce même travail-là que vous essayez d'effectuer, en tout cas, à travers justement les Antilles et sûrement aux États-Unis, où vous avez l'occasion d'aller... malheureusement, je suis interdit à cause de mes... Enfin, malheureusement ou heureusement, tout dépend de quel côté du manche on se place. C'est dommage. À cause de nos activités politiques, États-Unis et Canada, je suis interdit d'entrer puisqu'ils disent que je suis une personnalité politique dangereuse. Pour ce qui est maintenant du rôle de notre action et l'objectif qui est le nôtre en ce qui concerne la jeunesse dans les colonies qu'on en appelle d'outre-mer, départements d'outre-mer, mais qui pour moi ne sont que des colonies contemporaines, comme les pays d'Afrique francophone, je pense que ce travail a déjà été effectué parce que la globalisation des différents services de communication, notamment Internet, permettent de transcender les clivages géographiques pour communiquer aux quatre coins du monde. Je pense qu'aujourd'hui, le travail que l'on fait sur le continent africain, on marche dans les rues tous les jours. Il n'y a pas toutes les 5 minutes on nous arrête en Guadeloupe. C'est la même chose en Martinique, c'est la même chose ailleurs, comme c'est le cas en Afrique ou en Europe. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse afro-descendante et africaine qui se sont concernées par les mêmes problématiques. Et donc, notre objectif, c'est toujours d'apposer un schéma anticolonial structurellement parlant précis. On va décrypter ça demain lors du meeting, je ne vais pas tout spoiler. Comme on le fait en Afrique francophone, faire cette chose-là quand on va à Haïti, c'est la même chose. Quand on va dans les Caraïbes et dans les pays tels que la Guadeloupe, Martinique, etc., c'est la même chose. Notre objectif, c'est toujours d'être dans une logique d'entamer le processus décolonial ou de continuer ou d'accentuer le processus décolonial, parce qu'il faut avoir l'humilité aussi de dire qu'il y a un travail honorable et très courageux qui est fait sur ces terres en Guadeloupe. Je passe ce bonjour à mon grand frère Elie, que j'aime énormément. Je passe aussi la paix à mon frère de longue date, Kalala, qui fait son travail sur un terrain beaucoup plus historique, mais qui est nécessaire, parce que comme je le dis, le panafricanisme, ce sont différents services. Il y a les urgentistes. Moi, j'ai toujours été un passionné des urgences en tant que tel. Et Urgence panafricaniste, c'est dans cette démarche-là, être sur le terrain aux quatre coins du monde. Il faut aussi un travail psychanalytique, un travail psychiatrique parfois, parce que comme le disait Frantz Fanon, mais la colonisation a détruit nos cerveaux, nous a rendus sur un certain nombre de points étrangers à nous-mêmes, ayons le courage de le dire, et aucun d'entre nous n'est exempt de cette réalité. Et donc il faut faire un travail, je pense, de désaliénation progressive. Alors après, chacun a sa méthodologie pour ça. Voilà, ça on pourrait revenir dessus, mais la finalité est la même, c'est faire en sorte que notre peuple puisse redevenir lui-même. Voilà. Moi, je voulais quand même rajouter quelque chose sur ce que dit Kémy, qui est important. Vous savez, en fait, l'Occident se sert de différents paravents pour faire avancer son économie néolibérale. Mais le but du jeu, c'est de vous atomiser. C'est-à-dire, vous ouvrez votre réfrigérateur, il n'y a rien de chez vous. Vous êtes en train de manger dans votre assiette, il n'y a rien de chez vous. C'est-à-dire, c'est une prise d'otage totale de l'individu sur ses idées, sur ses actions, sur son mode opératoire économique, sur même sa pensée spirituelle et sur la nature des lieux où il va passer ses vacances. C'est-à-dire, c'est un colonialisme total. Il n'y a pas de zone libre. Et c'est pour ça que le travail de fond, qui consiste à mener un combat de la conquête de soi-même contre ces effets-là, de manière à être l'observatoire de son propre comportement et de sa méthode de pensée, pour créer une zone critique, pour se dire, attends, est-ce que tu penses que cette démarche-là correspond à tes vrais intérêts? Parce que quand on commence à rentrer dans ce qui nous est proposé, c'est-à-dire c'est du grand n'importe quoi. Vous avez des produits qui sont totalement chimiques. Enfin, il suffit d'écouter aujourd'hui même la critique qui est faite par l'organisme 60 millions à Paris, qui dit que maintenant on est rentré dans du tout chimique. Le moins de trucs qu'on achète, c'est du tout chimique. Mais nous, on n'en a pas besoin. Nous, on est dans le tout naturel. Mais pourquoi on se retrouve en fait en conflit avec du tout chimique? Parce qu'il y a un système économique larvé qui fait que ce qui vient de l'extérieur est sponsorisé contre ce qui est produit ici.
Et c'est ça la problématique de fond. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas la volonté de conquête de vous-même, vous avez en face un métronome qui est là pour vous écraser. C'est pas simplement vous dire « Ah, excuse-moi, je t'ai renversé », c'est de vous écraser. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, qui fait que cette problématique-là, on la retrouve aussi sur le continent africain. Mais on la retrouve partout où il y a des peuples qui sont des peuples non blancs et qui se retrouvent confrontés à cette dynamique néocoloniale qui est, mais totale. Et c'est là où il y a quand même une chose que je voudrais quand même poser une question à Kémy. Quand on est avec les journalistes français, ils disent que tout ce qui résiste est forcément soit autocrate, soit ce sont des dictateurs. Alors c'est les Hugo Chavez, voilà, c'est le gouvernement chinois qui est un gouvernement autocratique. Mais la question qui convient de se poser est quand même celle-ci. Comment ça se fait que si on ne crée pas les conditions d'une sécurité intérieure au niveau de la prise de décision étatique, on peut se retrouver très vite renversé par des forces extérieures qui créent des réseaux en interne avec des systèmes de financement et qui fait que finalement, des gens qui n'ont pas très bien compris la réalité des enjeux sur le moyen et le long terme, puisqu'on leur présente que des choses sur le court terme, eh bien, sont capables en fait de renverser leur pays avec l'aide de l'extérieur sans comprendre qu'il y a une deuxième mi-temps dans laquelle ils ne sont pas. Et je ne vais jamais oublier un film sur Geronimo. Je donne cet exemple-là. Des Indiens aident l'armée américaine à rentrer à l'intérieur des terres pour chercher Geronimo. Et Geronimo leur dit, mais comment ça se fait que vous êtes arrivés là? Et il dit que les envahisseurs ont dit qu'on allait construire un nouveau monde en compagnie des Indiens. Dès qu'ils ont arrêté Geronimo, les Indiens éclaireurs et Geronimo se sont retrouvés dans la même prison. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre les enjeux de ce qui va se passer à moyen et à long terme tout de suite. Et choisir très clairement son camp. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas une radicalité dans le choix de son camp, on peut se retrouver très vite dans l'armée adverse. Et c'est ça les enjeux. Parce qu'il y a des intérêts à défendre qui sont des intérêts très simples. C'est-à-dire que nous avons un potentiel et des problématiques que les autres n'ont pas. Nous sommes un peuple issu de territoires de richesse, c'est-à-dire on a un sous-sol rempli. Et la problématique de fond, c'est la défense de notre intégrité, c'est pas simplement le sous-sol, mais l'individu lui-même doit être capable de se défendre contre toute forme d'agression, de manière à pouvoir jouir des richesses que le Créateur et les ancêtres lui ont données. C'est ça la problématique. Alors pourquoi on se retrouve toujours dans les interviews qu'on a finalement en Occident, dans le fait que toute résistance à l'Occident se fait par un gouvernement autocratique, un dictateur ou... C'est quand même très étrange, cette affaire. Je pense que de toute façon, au XXIe siècle, être qualifié par le système démocratique global, être qualifié de dictateur, même si parfois il y a aussi des critiques qui doivent être apposées vis-à-vis de régimes qui oppressent leur peuple. Il ne faut pas qu'on soit dans la caricature non plus. Moi, je vis dans un pays qui s'appelle le Bénin, où le président de la République est objectivement un oppresseur social du peuple, même si j'ai vu qu'il y a une hausse des salaires, entre guillemets, qui a été effectuée. Il y a une liberté de parole qui est complètement éteinte. Il y a une jeunesse qui est persécutée sur un certain nombre de points. Et je pense qu'il faut avoir le courage de dire que refuser le schéma démocratique occidental ne signifie pas asphyxier la population et tolérer cette asphyxie-là. Maintenant, dans le concret, il est tout à fait normal que les champions d'un système de démocratie néolibérale, lorsqu'ils voient des personnes qui ne marchent pas dans le chemin tracé par ces oligarques-là, c'est normal qu'ils les taxent d'autocrates, de dictateurs, etc., d'extrémistes, de personnes qui sont des tueurs de liberté. On peut l'entendre. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans une démarche de ne plus prendre en considération ce que l'autre dit, mais on doit se définir en fonction de ce que nous pensons. Si j'écoute ce que l'autre dit, je serai un nazi noir, je serai un extrémiste, je serai un raciste, je serai un locophage. Et je pense que la réalité des choses est quand même plus complexe. Nous sommes en guerre contre un schéma civilisationnel qui veut nous éteindre et qui a des tentacules multiples et variés. Et face à cette guerre, il faut que les diverses armes puissent être les plus affûtées et que chacun, dans son corps de métier, dans son secteur d'activité, puisse le plus possible optimiser la démarche de résultat, de reconnexion avec nous-mêmes et de résistance concrète et pas seulement théorique. C'est très important ce que je dis, parce que quand on vit dans des pays où les populations vivent avec moins de 100 € par mois alors qu'on a les sols les plus riches, l'urgence, c'est de faire en sorte que nos populations puissent récupérer leur destin,
puissent se réapproprier leurs ressources et puissent lutter contre l'hydre qui pille leurs ressources et leur font croire. On est dans ce processus-là. Est-ce que le Mali, par exemple, c'est un exemple concret on de est ça? clairement à ce processus-là, même si, comme on l'a dit à de très nombreuses reprises, c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque de Sékou Touré, quand un pays veut sortir de l'escarcelle coloniale, eh bien les forces exogènes cooptent les forces endogènes qui visent à tout faire pour déstabiliser la nation, le régime en tant que tel. On parle de ça régulièrement avec des membres du gouvernement qui essayent de résister de manière très digne, et on salue notamment le ministre Sadio Camara, on salue Founé en tant que tel, la ministre de la Famille, on salue Amina Fofana, on salue notre frère le député Adama Bendiara, l'un de nos plus proches collaborateurs sur le terrain dans les activités anticolonialistes qui sont les nôtres. Il y a un travail qui est fait, mais on ne peut pas, au cours d'une rédaction, déjà fermer le chapitre et dire que la rédaction est terminée. On est dans un processus et qui va avoir de plus en plus de difficultés parce que l'Occident ne peut pas laisser l'esclave rebelle, le nègre rebelle qu'est le Mali, d'accord, se révolter pour montrer la voie aux autres. Et vous le voyez, il y a une sorte de zone aujourd'hui, c'est une métastase d'autodétermination qui est en train de se propager, métastase pour le colon, mais un virus de vérité et de liberté pour nous autres. Des dirigeants qui étaient les oppresseurs du peuple et des marionnettes de l'Occident sont tous en train de tomber les uns après les autres. Ils sont remplacés par des gens sur lesquels on peut tout dire, sur lesquels on peut avoir un certain nombre de réflexions. On a la chance que ce soit le dirigeant malien qu'on connaît très bien, ou que ce soit les dirigeants guinéens chez lesquels on a été aussi reçus à de très nombreuses reprises ces derniers mois dans leur palais présidentiel. Il y a des choses que l'on peut dire, il y a des critiques qu'on peut apposer, mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a une volonté d'autodétermination, de réappropriation de nos richesses, d'accord, et de nos ressources qui est présente sur bon nombre de points, et géostratégiquement, il y a progressivement, je dis bien progressivement, un alignement beaucoup plus au Mali qu'ailleurs, reconnaissons-le, mais qui est en train de se faire. Il y a des connexions multiples et variées qui sont en train aussi de se faire. Il faut qu'on fasse preuve de patience et que nous, qui sommes des sentinelles des sociétés civiles et dont les voix sont objectivement très écoutées, que l'on puisse le plus possible véhiculer leurs paroles pour qu'ils soient le plus possible protégés. Parce que la guerre de l'information est l'une des guerres les plus importantes de la planète aujourd'hui. On peut détruire quelqu'un juste par des fausses informations, comme on peut donner une résurrection à une nation juste par des informations qui sont saines, qui sont justes et qui sont en adéquation avec nos intérêts. Alors comment on se bat contre un adversaire qui n'est pas fair-play et qui discrédite systématiquement toute action, tout mot qui est posé pour une éventuelle émancipation? On se bat en débranchant déjà la prise de leur radio, qui émet justement les informations à notre sujet. On se bat en étant dans une démarche de cesser complètement de prendre en considération ce qu'ils disent. Je dis, je répète, on est en 2022, vous êtes jeune, peut-être que toi tu as mon âge, je sais pas, les autres me semblent un peu plus jeunes. En 1999, lorsque j'ai commencé l'activisme politique, et ce pendant 10 ans ou 11 ans, j'ai été considéré avec un autre frère comme Dieudonné, comme le nazi noir, comme l'homme noir le plus extrémiste de France. On me présentait comme un monstre, comme un diable. Tout était fait pour couper toute connexion entre notre message et la population. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait du marronnage. On a quitté la plantation et on s'est inscrit dans une dynamique visant, en suivant le proverbe qui dit « de l'exclusion d'un homme par l'autre naît la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance ». On a infiltré les médias africains, qui étaient des médias qui, pour certains, diffusaient des choses liées à la culture, au sport, etc. On a inséré la dynamique géostratégique dedans. On a fait ce que l'on appelle de l'ingénierie sociale, de l'inception géopolitique, et on a orienté une jeunesse qui s'intéressait, mais qui pensait que le panafricanisme c'était l'Élysée, c'était l'histoire passée. On a réactualisé ce panafricanisme et quand on a préparé suffisamment les consciences, on a commencé les mobilisations contre le néocolonialisme français qui aujourd'hui arrive objectivement à une certaine quintessence à bon nombre d'endroits. Donc le plus important, c'est de ne pas tenir compte des autres. Si on les combat, on ne peut pas attendre leur aval. C'est pour ça que je suis toujours mal à l'aise quand je vois des hommes politiques africains qui savent que le problème vient de ces médias mensonges occidentaux, mais qui, dès qu'ils en ont l'occasion, courent pour accepter une interview de ces derniers. Nous, on refuse les interviews multiples et variées de ces médias-là, qui nous sollicitent pourtant très régulièrement, parce qu'il faut qu'on soit cohérent jusqu'au bout sur cette ligne. Nous n'avons pas besoin d'eux pour vivre. Nous n'avons pas besoin d'eux pour exister. Soyons nos propres baromètres. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour savoir si nous sommes grands, si nous sommes brillants, si nous sommes intelligents, si nous sommes dignes. C'est
notre regard qui doit primer. Et je pense que sur ce terrain-là, on se rejoint tous. De toute façon, on est, comme on dit, dans un hôpital, il y a différents services et chacun fait son travail. Parce que quand je parle du manque de fair play, ça peut aller très loin. Vous l'avez dit, on peut avoir des poursuites judiciaires, vous en avez fait les frais à de multiples reprises, de la prison, ou carrément être effacé du paysage audiovisuel ou des médias, quels qu'ils soient, même sur les réseaux sociaux. On a la jurisprudence Dieudonné, vous l'avez évoqué. Ils ont quand même réussi, on va dire, entre guillemets, à éteindre un homme médiatiquement. Donc on peut en arriver quand même à Conseil constitutionnel et des extrêmes. Tout à fait. Je pense que alors l'épisode de mon frère, de notre frère Dieudonné, est un épisode aussi particulier de la stratégie de l'adversaire pour essayer de vous faire sauter. Ça a marqué un virage Il y a des points Godwin, il y a des points aussi stratégiques qui, dès qu'ils sont évoqués, vous font sauter. Ils savent très bien par où passer et fonctionner. Et quand vous connaissez l'ennemi, il faut que vous puissiez dire aussi parfois les mêmes choses en étant dans une démarche d'être dans une logique parabolique sans vous faire écorcher. C'est aussi une stratégie sur laquelle nous réfléchissons constamment, quotidiennement. Nous nous battons contre l'oligarchie néolibérale, apatride, financière, et ceux qui sont renseignés savent de quoi nous parlons quand nous parlons de cela. Elle n'a pas de race, déjà? Elle n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Je veux dire que de Bolloré, chrétien, caucasien, à Éric Zemmour, juif, français, à Alassane Dramane Ouattara, excusez-moi, musulman, ivoirien, on a 3 religions, on a 3 couleurs, on a 3 ethnies, mais on a en réalité une même orientation qui est justement la soumission à l'oligarchie néolibérale. Donc c'est la preuve qu'elle est transnationale, qu'elle est transidentitaire, mais que leur vraie religion, c'est un bout de papier qui s'appelle le dollar ou une autre monnaie que je ne citerai pas. Moi, j'ai une question par rapport à ce qui se passe au Mali et en Guadeloupe. Au Mali, la Russie a aidé ou est présent en ce moment au Mali. En Guadeloupe, lorsqu'on a eu les votes récemment, la majorité des Guadeloupéens ont voté Marine Le Pen. Et moi, la question est très simple. Aujourd'hui, le fait que le Mali et la Guadeloupe votent Marine Le Pen ou bien acceptent l'étranger, on va dire comme ça, parce que c'est vu vraiment comme étant quelque chose de négatif, dans le sens où la Russie vient au même titre que la France est venue il y a quelques années avec la colonisation. Marine Le Pen est aujourd'hui en Guadeloupe au même titre qu'on a subi aussi l'esclavage. Mais est-ce que ce n'est pas au contraire le fait que le Mali ait ces rapports géopolitiques intelligents, je veux dire, avec la Russie, est-ce que ce n'est pas une preuve justement notamment de souveraineté et de confiance en soi? Parce que pouvoir accepter quand même un pays aussi puissant que la Russie, est-ce que ce n'est pas une confiance en soi? Est-ce que ce n'est pas aussi, comme tu disais, un chapitre qui est en train de s'ouvrir? Parce que le Mali a dit ouvertement aux ambassadeurs français de dégager. Donc, cette situation-là, est-ce qu'on ne doit pas la voir inversement? C'est-à-dire qu'ils ont une confiance en eux, ils savent qui ils sont au centre d'eux-mêmes, donc maintenant ils agissent. Alors, bon, j'éviterai stratégiquement, pour des raisons que je vais évoquer, de mettre en parallèle ou en parabole l'alliance du Mali, du gouvernement malien avec le gouvernement russe, et de l'autre côté, le vote contestataire d'un certain nombre d'entre nous, qui d'ailleurs ne sont pas la majorité en Guadeloupe, parce qu'il y a une grande partie d'abstention aussi, je pense qu'on ne le dit pas assez. Et donc sur une partie des gens qui ont voté, une majorité de ceux qui ont voté Marine Le Pen, ce qui ne signifie... Et les mêmes qui ont voté Marine Le Pen au second tour sont ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour. Ce qui est la preuve que ce n'est pas une adhésion à l'idéologie de cette Charlotte, ou Charlotte, peu importe, de Marine Le Pen, mais qui est en réalité une volonté de sanctionner structurellement le pion de l'oligarchie néolibérale ultime, même si pour moi ils le sont tous sur l'échiquier politique français. C'est une grande question à se poser. Est-ce que vous les mettez tous sur le même piédestal? Alors, comme dans toute pyramide, il y a des degrés. Ceux qui sont plus en haut, pour moi, Macron, c'est le sommet de la pyramide. Mais pour moi, si vous me demandez, ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, je le dis profondément et sincèrement et très clairement, ne sont exempts quelque part d'un lien, qu'on le veuille ou pas, avec l'oligarchie néolibérale. Je le pense du fond de mon âme, et je pense que la seule solution de notre peuple ne viendra que de nous-mêmes. Maintenant, je vais revenir au Mali. Le Mali a une histoire très ancienne avec ce qu'on appelle les Russes aujourd'hui, ce qu'on appelait les Soviétiques à une certaine époque sur le terrain géopolitique. Ils ont toujours été en connexion. Et aujourd'hui, en cette période où il y a une volonté de lutte contre justement l'hégémonie de l'oligarchie néolibérale occidentale, dont le gendarme principal en Afrique
dans la zone, entre guillemets, dite francophone, c'est la France. Cette lutte-là se matérialise par l'alliance avec ceux qui luttent contre l'hégémonie occidentale. Est-ce que ça signifie que les Russes sont des anges? Objectivement, et je vous parle alors que je suis très proche de certains du gouvernement russe, non. Je pense qu'eux aussi ont leurs intérêts et que la politique, ce n'est pas les feux de l'amour, c'est le jeu des intérêts, et qu'il faut qu'on soit capable de se désinhiber, d'arrêter de se dire « ouais, mais est-ce qu'ils sont racistes ?» Il n'y a pas d'histoire de raciste ou de pas raciste en politique, il n'y a que les puissances et les gens, les peuples forts qui se respectent. Moi, je me moque de savoir si des gens n'aiment pas les Noirs. Je ne suis pas obligé d'aimer les autres non plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi on peut s'accorder tous ensemble contre des adversaires communs et sur des projets communs. Ça ne veut pas dire que nous sommes des amis, ça ne veut pas dire que nous sommes des amoureux les uns des autres. Je différencie la politique et les relations intimes. Maintenant, je terminerai mon propos en disant que, en ce qui concerne Marine Le Pen, je me méfie des philosophes Twitter qui pour la plupart ne sont jamais auprès des populations qui souffrent, qui pour la plupart ne sont jamais aux côtés des souffrances des gens, d'accord, qui ont jugé, qui ont brocardé la partie de la population qui a voté pour cette dernière. Je l'ai dit, je le répète, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit de ne jamais voter pour Marine Le Pen, parce que, qu'on soit clair, nous sommes des panafricanistes dans la lignée de Marcus Garvey, qui ponctuellement a pu parler avec le clan, qui ponctuellement, comme les Black Muslims, l'organisation qui m'a formé avant que je m'en éloigne par la suite, qui a parlé avec l'American Nazi Party ponctuellement, qui a parlé avec le clan ponctuellement. Malcolm était à certains de ses rendez-vous, après il a quitté, il a dit autre chose, mais quand il y était, on sait ce qu'il disait. Et par la suite, avec Tom Metzger, la National Alliance. Le nationalisme noir, un des segments historiques du panafricanisme, qui est le nationalisme afro-diasporique, a toujours compris qu'il était nécessaire de parler ponctuellement avec les plus sincères parmi ses ennemis. Ça ne signifie pas que si on lui demande, ça ne veut pas dire que si on lui demande de voter, il va se lever pour voter pour son ennemi. Parce que là, c'est donner un pouvoir supérieur, outre que la question du dialogue intra-société civile. Donc, je le dis et je le répète, jamais, en ce qui me concerne, je n'aurais voté pour elle, pour Marine Le Pen. Quelqu'un m'a dit, mais Kémy, tu dis ça, mais aujourd'hui tu discutes avec des gens d'extrême gauche, donc peut-être que tu aurais voté. Non, discuter avec des gens d'extrême gauche ne veut pas dire qu'on va appeler à voter pour des gens d'extrême gauche. Avoir discuté par le passé avec certains mouvements nationalistes blancs comme Garvey a pu le faire avec le clan ne signifie pas qu'on va se lever pour appeler à voter. Le problème des gens, c'est que les gens parlent de politique et de géopolitique, mais n'en connaissent pas le sens. La ponctualité ne signifie pas l'éternité en politique. Et les connexions comment dirais-je, opportune sur des segments de situation ne signifie pas un projet à long terme global avec ces derniers. Quand je vois le Rassemblement national qui s'attaque aux populations afrodescendantes, aux populations africaines, on ne le dit pas assez, qui s'attaque aux résultats du dumping social, mais qui ne s'attaque jamais à ceux qui créent justement ce dumping social, ceux qui sont à la base de l'oligarchie néolibérale. Ils vous parlent du grand remplacement par le bas, mais ils ne vous parlent pas du grand remplacement par le haut au niveau de la finance, au niveau de leurs médias occidentaux. Je n'irai pas plus loin pour ne pas créer de problème, mais nous savons très bien de qui nous parlons. Je dis que le Rassemblement national est un parti politique de lâches, d'accord, d'hypocrites, et que par conséquent, que ce soit lui ou le gnome Zemmour, je ne peux prendre en respect aucun d'entre eux, d'accord. Nous les vomissons en tant que panafricanistes. Mais est-ce qu'on doit avoir une attention particulière pour eux, justement? Non, est-ce qu'il faut je pense ou... que ce sont les gens de salon qui ont une attention particulière sur eux parce qu'ils sont dans leur conflit idéologique. Mais s'ils arrivent à la tête du pays, ils vont tous dire la même chose. On a l'autre charlatan que Kalala connaît bien, de Bernard Lugan, qui est un conseiller de l'autre charlatan d'Éric Zemmour, et qui, si Marine Le Pen avait gagné, Bernard Lugan aurait été parmi les conseillers de Marine Le Pen. Et quand on sait ce que Bernard Lugan dit historiquement sur nos populations, ça doit nous rappeler qu'aucun d'entre eux ne sont nos amis. Mais de la même façon, le discours de Mélenchon qui est devenu le Che Mélenchon, Che Mélange Guevara, etc., très sympathique, discours sur la créolité, je n'oublie pas le laïciste extrémiste qu'il est, je n'oublie pas aussi que sur un certain nombre de points, ses liens avec un certain nombre de loges, je ne parle pas de son père ou de son grand-père, je parle de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne en tant qu'il est, en tant que tel, lui qu'il est. Révolution et franc-maçonnerie, ma foi, je pense que les deux ne sont pas toujours connectés en tant que tels, et je pense qu'il faut qu'on soit rationnel dans notre réflexion, dans notre vision du monde et dans nos choix. Mais jamais je me permettrai de cracher sur le digne peuple guadeloupéen qui, je le dis, après le Mali, est l'un des peuples qui m'inspire le plus de respect, d'accord, dans son courage. On a été auprès des gens du CHU, on est auprès justement des familles des grands frères qui nous ont sollicités, nous ont demandé de venir ici pour leur donner de la voix sur le terrain international. Je dis, je le répète, je vois des martyrs de notre cause, je vois des résistants de notre cause, et donc nous les respectons. Jamais on se permettra de dire pourquoi vous avez voté Marine Le Pen. Non, parce qu'on sait qu'ils ont voté au premier tour Mélenchon, et on sait que dans les deux cas,
dans la majorité, à part certains aliénés, leur objectif était clairement de sanctionner le gouvernement Macron. La seule chose qu'on dit, c'est que la prochaine fois, votez pour les mouvements patriotiques ou les mouvements souverainistes en espérant que ces derniers se présenteront. Nous les soutenons de toute notre âme, c'est le sens de notre mission. Après, effectivement, il faut parler de ce repli communautaire qui a cours, parce qu'effectivement, bon, avec les déclarations des uns et des autres, on a du mal à s'entendre, mais à terme, il va bien falloir qu'on finisse par cohabiter tous ensemble. J'ai beaucoup apprécié parce que vous avez parlé de relations ponctuelles qui sont peut-être obligatoires pour le vivre ensemble. L'adage dit « connais ton ennemi mieux que toi-même ». Vous l'appliquez ? Connaître ton ennemi mieux que toi-même, moi, ma limite dans la connaissance, c'est de s'arrêter à la chambre à coucher. Donc, il y a des choses que, évidemment, je ne ferai pas en ce qui concerne la connaissance de notre ennemi, chose que certains d'entre nous confondent beaucoup trop souvent vis-à-vis de ces derniers. Mais je dis, trêve de plaisanterie plus sérieusement, que moi, il y a un mot pour lequel je suis ici, pour lequel nous faisons les quatre coins du monde avec notre ONG, avec notre staff, pour lequel nous risquons nos vies. C'est la lutte contre le colonialisme. Je pense que l'on peut faire des circonvolutions analytiques en tournant autour du pot, mais il est important qu'on arrive toujours au centre des choses. On peut parler du chlordécone, on peut parler de la vie chère, on peut parler de l'injustice, et on doit parler de l'injustice que connaissent nos grands frères, mais si on ne va pas au centre des choses, qui est le système colonial, on ne s'en sortira pas. Et donc, le seul vivre ensemble, moi, qui m'intéresse, c'est le vivre ensemble de nos populations, in extenso, évidemment, les Indiens qui ont subi un processus colonial aussi ici, même s'ils n'ont pas le même historique en ce qui concerne l'esclavagisme, mais qui ont subi un processus colonial aussi sur un certain nombre de points, sont concernés. Les populations opprimées aux quatre coins du monde sont concernées, mais il est important que notre peuple, de par les océans, au-delà des océans, puisse s'unifier, parce que, comme on dit, c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux s'unir avec le reste de l'humanité. Voilà. Moi, je voulais justement rappeler une chose fondamentale. C'est que le monde noir est sur des terres dont la valeur au niveau du sous-sol dépasse l'entendement. On parle même de scandale financier, économique. Et une petite jalousie, on sent qu'il y a une petite jalousie. Non, c'est-à-dire que moi, je dirais qu'il faut faire preuve de volonté de puissance. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire preuve de volonté de puissance parce que l'Europe n'a rien dans son sous-sol. C'est une confrérie de gens avec sous-sol vide. Le problème qu'on compte avec Poutine, c'est que Poutine, c'est le contraire. Donc, ça veut dire que l'indice de corruption de la Russie à travers le monde, notamment les pays du Sud, ne peut pas être aussi élevé que ce qui se passe avec le conglomérat américano-européen. Parce que l'Amérique est dans le même problème. Donc, ce qui veut dire que nous, qu'est-ce qu'on en a ciré du dirigeant français ? De toute façon, ils seront colonialistes. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas d'essence, ils n'ont rien. C'est-à-dire que vous avez des gens qui fonctionnent avec M. Smith et Wesson et qui vivent au-dessus de leurs moyens en pensant qu'il y aura toujours à côté d'eux M. Smith et Wesson. Un jour, il y aura un M. Smith et Wesson africain. Et je pense que le Mali, c'est ce qu'il est en train de montrer comme exemple. C'est-à-dire que tout autant que tu crois que ton ennemi est faible, lui, il réfléchit. Et il regarde le terrain géopolitique parce qu'au départ, c'est une affaire d'alliés. Et lorsqu'on vient dire la Chine vient en Afrique, excusez-moi, l'Afrique aujourd'hui réfléchit. Le niveau de formation, de compétences du monde panafricain, c'est pas ce qui se passait avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, on ne veut pas être aimé. Est-ce qu'on comprend ça ? On veut être respecté. L'amour, il est trop tard. Après tout ce qui s'est passé, l'amour, on n'en veut pas. Mais par contre, nous devons créer les conditions du respect, à commencer par le respect de nous-mêmes. C'est ça les enjeux. Donc quand on parle des médias, il faut qu'on ait nos propres médias. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il faut disposer de nos propres médias panafricains de manière à exprimer un point de vue différent. Parce que qui est pris en otage chez la jeunesse ? On lui donne seulement le point de vue de l'économie néolibérale, mais on ne lui montre pas les effets que crée cette économie néolibérale chez lui. Et ça le prive de ses capacités, je dirais, de ce qu'on appelle le génie africain. Je prends un exemple simple. Vous voulez aujourd'hui témoigner de la capacité des jeunes de la Guadeloupe de créer. On dit, OK, on va faire un musée. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Parce qu'on prive même le jeune de la capacité de créer. Il veut faire un cerf-volant, on lui vend un cerf-volant. Il veut faire un lance-pierre, on lui vend le lance-pierre. C'est-à-dire, mais c'est quoi ça ? C'est là où ça devient quand même grave. Parce que dans la faculté que nous avons de faire, il y a quand même une dimension culturelle qui est une transmission d'héritage venant des aînés. Et donc c'est pour ça qu'il faut se fixer des limites. Mais dans le fait de se fixer des limites, il faut fixer clairement les limites. Vous voyez, il faut fixer clairement le... Je crois que c'est Sangara qui disait « Mais vous me posez la question sur le colonialisme, mais regardez ce qu'il y a dans votre assiette. Et vous allez comprendre l'affaire. » C'est ça, l'enjeu, c'est ça. Donc c'est pour cette raison que aujourd'hui, ce réveil de l'Afrique et ce qui se passe d'une façon générale, et le fait
qu'il y ait ce partenariat avec la Russie, c'est pas on fait copain-copain, on a chacun des intérêts que l'on défend. Et ces intérêts, n'oubliez pas que le Mali est une puissance au niveau de son sous-sol. D'accord ? Il y a de l'uranium, même si on le cache, mais il y en a, puisque la frontière du Nigeria est à côté, la faille vient au Mali. Il y a de l'or, il y a du thorium, il y a bauxite pour faire de l'aluminium. C'est-à-dire que c'est un sous-sol qui est relativement riche, j'avais montré les blocs d'ailleurs à un moment dans une émission, les blocs du sous-sol malien. Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de totalement différent. C'est que premièrement, les militaires qui étaient toujours au service du gouvernement contre le peuple, défendent les intérêts du peuple. Là, c'est quand même quelque chose de relativement fort. Et ils se mettent dans une position de plus en plus dans la défense des intérêts du pays. Quand ils disent, par exemple, que à partir de maintenant, aucune matière première ne sortira de notre pays sans être raffinée, sans être transformée. Ce qui rajoute de la valeur ajoutée. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand les Zemmour et compagnie disent qu'il y a une immigration qui va envahir la France, ou que M. Sarkozy dise qu'à cause de la natalité, on va se retrouver avec plus d'Africains ou de Noirs, on va être envahi, c'est le grand emplacement et compagnie. Mais qui a organisé ça à grande échelle ? Parce que, je veux vous dire une chose, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour rester à la maison. Bientôt on sera à 3 milliards d'habitants au niveau de l'Afrique. D'accord ? L'Éthiopie elle-même le Nigeria va se retrouver juste après l'Inde, puisque la Chine est en train de descendre au niveau des valeurs démographiques. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on a un marché intérieur qui est vraiment fantastique, avec une part de 60% de la population est aux alentours de 20 ans, ce qui n'est pas le cas en Europe, puisque la population est vieillissante. Ça veut dire qu'en termes de marché et de potentiel pour nous réaliser avec nos savoir-faire endogènes, on a de quoi faire. Mais c'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont des justes-boutistes. C'est là où le truc est fort. C'est-à-dire c'est des justes-boutistes qui veulent tout. On a découvert une chose. La question, c'était comment les arrêter. On a vu qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui les a arrêtés. Voilà, c'est tout. On a vu que c'était possible. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit, bon, maintenant, stop. Et c'est là où la donne, elle est en train de changer. Pourquoi la donne, elle est en train de changer ? Parce que parce que vous savez, maintenant, les langues se délient. On dit, oui, Kadhafi, son erreur, c'était de vouloir créer une monnaie indexée sur l'or. Mais avec tout ce qui s'est passé, on voit bien que la stratégie au niveau de la Russie, au niveau de la Chine et l'Inde, c'est de repartir sur une monnaie qui sera indexée sur l'or. Vous savez très bien que ça va déstabiliser les marchés en avantage pour la partie asiatique du monde, tout simplement parce que, je dirais, de l'autre côté, c'est des papiers qui ne sont plus assujettis. Mais qui alors ? Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Qui détient les gisements d'or ? D'accord ? N'oubliez pas que le Mali, c'est 50 000 tonnes d'or par an. D'accord ? Mais mon cher ami, donc voilà pourquoi, de toute façon, l'Afrique, comme elle se retrouve au centre de l'échiquier, il n'est pas question que quelqu'un d'autre déplace notre pion à notre place. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Voilà pourquoi je dis, le panafricanisme, c'est quelque chose de beau. C'est le seul mouvement qui revendique ce qu'il a chez lui et qui ne s'intéresse pas de ce que le voisin a chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Parce que les gens se réunissent pour venir voler les choses en Afrique, machin. Mais nous, quand on se réunit, c'est défendre ce que nous avons chez nous. Nous n'avons aucune vue sur ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a en Europe et compagnie. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes dans la défense de nos intérêts. Donc c'est là où on ne peut pas taxer les gens d'être soit subvertifs et autres. C'est ce que je disais d'ailleurs à un élu dans le sud de la France. Je disais que, chercher dans l'histoire, quand est-ce que des rois africains se sont réunis pour aller voler un truc en Europe ? Est-ce que l'intention, c'est de déboulonner la Tour Eiffel pour l'installer à Ouagadougou ? Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut que cette jeunesse comprenne qu'on est dans une redistribution des cartes et que peut-être qu'elle a manqué d'informations, mais il faut qu'elle se rapproche des médias africains pour comprendre les vrais enjeux. Parce qu'on n'est plus sur le court terme, là, on est sur le moyen et le long terme. Et c'est ça, je dirais, la vraie bataille, elle se joue à ce niveau-là. Merci, Kalala. Et la conclusion pour Kémy Séba ? Oui, je voudrais rebondir sur un point qui est très important que mon cher frère a évoqué quand on entend les autres oligarques occidentaux, notamment français, nous parler de grands remplacements. C'est quand même humoristique que la population qui a remplacé les populations originelles en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, qui a par la suite a essayé de dépeupler les populations en Afrique, les a esclavagisées pendant des siècles, en Australie avec la population originelle, qu'on essaye de présenter comme une population qui serait différente des autres Noirs du monde entier, alors que c'est la même racine, nous sommes le même peuple aux quatre coins du monde, que ce soit en Papouasie, que ce soit en Australie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, etc. Les mêmes peuples, les peuples
originelle. Ceux qui ont fait ce grand remplacement, c'est une minorité de l'humanité que nous connaissons comme étant les populations occidentales. Et donc, ceux qui ont le culot aujourd'hui en ce XXIe siècle, même parfois ils nous parlent de nouvel ordre mondial, mais ce qui est nouveau pour eux est ancien pour nous. Parce que quand ils sont venus chez nous, ils nous ont imposé leur monde à eux. D'accord, en ne tenant pas compte de nos réalités à nous, si ce n'est prendre le meilleur de ce qu'il y a chez nous, le transformer et dire que ça venait de chez eux, alors qu'en réalité ça venait de chez nous. Vous dites justement qu'eux pensent progresser, oui, mais que nous, effectivement, on devrait plutôt regarder en fait, arrière. le progrès, et on en revient à la notion de tradition et de progrès, parce que c'est aussi, quand on parle de cette guerre des mondes qui s'affrontent aujourd'hui, on est en plein dedans. Le progrès, qu'est le néolibéralisme sociétal qui pousse l'individu, l'être humain, à aller vers un excès d'individualisme qui finit par rejeter toute forme d'identité collective. Ils ont brisé l'identité collective sur le terrain spirituel, ils font en sorte que les populations ne croient plus, ils font en sorte qu'il n'y ait plus d'identité collective sur le terrain de la patrie, d'attachement à la terre, et ils font même maintenant en sorte de détruire l'identité collective sur le terrain de la famille. Ils font en sorte que maintenant on apprend qu'il y a des hommes qui peuvent devenir enceints, il ne faut plus dire, hein, c'est le nouveau terme, parce que leur objectif, quelque part, c'est de détruire toute racine d'identité collective. C'est ça l'idéologie néolibérale. C'est l'excès de liberté qui finit par détruire ce qui est nécessaire, parce que dans la vie, il n'y a pas que ce que l'on veut, il y a aussi ce que l'on doit. Et les forces obscures, globalistes, néolibérales, veulent nous pousser à faire ce que l'on veut et à oublier ce que l'on doit pour notre survie. Et je terminerai mon propos, parce que c'est extrêmement important ce point-là, que notre population comprenne. Si elle ne le comprend pas, elle ira tout droit à sa perte. Que ce qui est de manière médiatique et de manière globale le plus séduisant, ce que l'Occident nous présente comme le plus sucré, comme le plus parfumé, n'est pas forcément ce qui est le plus salvateur pour nos populations. Il faut qu'on se tourne vers nous-mêmes, vers nos propres paradigmes, vers nos propres intérêts, et que nous comprenions que le monde, la manière dont ce monde tourne, ceux qui sont les plus diabolisés sont souvent ceux qui sont les plus grands porteurs de solutions. Si on ne comprend pas ça, nous n'irons nulle part. Le progrès des uns et la barbarie pour les autres. Leur progrès n'est pas notre progrès. Notre progrès, c'est la tradition primordiale. Mais notre tradition primordiale est pour eux la barbarie, parce qu'en fait, ils font un transfert avec leur état de fait. Parce qu'à leur commencement, c'était la barbarie. Mais notre commencement était la royauté et tout ce qui nous liait au divin. J'en ai fini avec ça. Le meeting, oui. on va me En liquider. une fraction de seconde, géothermie. C'est pour cette raison que lorsque on aura basculé, nous, dans le monde panafricain, dans la géothermie, tous ces conflits d'intérêts pour produire de l'énergie sur un territoire, ce sera terminé. C'est ça le grand enjeu. Parce que vous êtes pour la conversion économique et qu'on arrive à C'est-à-dire que capitaliser. l'énergie crée des conflits entre pays voisins. Parce qu'il veut aller prendre ce... Non, il faut créer les conditions d'une balle au centre. Et la géothermie permet de le faire. Merci Donc c'est ça beaucoup. les enjeux. Merci beaucoup. À Sainte-Anne, ce Oui. vendredi 29 avril à 19h30, salle Jonction à Gentilly, 19h30. On vous attend nombreux pour ce meeting sur la question du traitement colonial de notre population ici, mais aussi à d'autres endroits. Et là, on aura droit à la méthodologie. Hein, Exactement, la poussée. méthodologie, comme on le fait dans la plupart de nos meetings de manière générale. Et je pense qu'on aura une grande jeunesse des rues que nous voyons quotidiennement ici, depuis notre séjour, qui sera présente, on l'espère, demain à ce meeting. Force à vous, on vous aime en crever. Guadeloupéens, vous êtes un peuple digne, un peuple puissant, un peuple libre, un peuple du réel et du concret. Et c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. On vous aime. Merci. Une bonne soirée à tous. Merci.